Empereur du luxe, propriétaire de LVMH, mais aussi du journal Le Parisien, le milliardaire Bernard Arnault avait appelé à voter Emmanuel Macron dès 2017 dans son quotidien économique Les Échos. Parmi les deux branches de l'alternative électorale qui se présente aux Français le 7 mai prochain, l'une est une branche morte. C'est celle de l'enfermement, de la peur, des aigreurs. C'est celle de l'illusoire protection qu'on appelle protectionnisme, qui ne protège contre rien, stérilise les échanges et rabougrit les volontés. Tout dans le programme de Marine Le Pen, en dépit de son habillage de souveraineté, respire la crainte et la faiblesse. C'est sans hésiter que je vote pour Emmanuel Macron. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, les couples Macron et Arnault sont proches. En avril 2018, Jean-Jacques Bourdin va faire allusion à cette amitié lors d'un monologue présidentiel sur l'optimisation fiscale des plus riches. Parce que le scandale, il est là. Parce que vous avez des opérateurs du numérique qui concurrencent des artisans, des acteurs français qui payent la TVA, l'impôt sur les sociétés, etc. Donc ce scandale moral, je le ressens en même temps que vous, mais il faut qu'on puisse le déconstruire proprement. Ils ne payent pas les impôts en France. Ça remonte en Irlande, parce que le taux d'impôt sur les sociétés est très bas et que la propriété intellectuelle a été localisée là. Puis on emmène tout l'argent aux Pays-Bas, parce qu'il n'y a plus de taxes, c'est dans un pays de l'Union européenne. Et ensuite cet argent va aux Bermudes, parce qu'il y a un traité bilatéral. C'est un peu ce que fait votre ami Bernard Arnault. Pardon, moi j'ai pas d'amis, Monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. De là où je suis, vous savez, alors, il y a une chose, vous me parliez de la solidarité. Vous me parliez de l'amitié. Non, vous me parliez... Si officiellement Emmanuel Macron n'a pas d'amis, son épouse en revanche est très copine avec celle de Bernard Arnault. En mars 2024, elle s'amusait à essayer des filtres Snapchat dans un resto parisien avec la star Aya Nakamura. Dans les années 2000, au prestigieux lycée Franklin à Paris, Brigitte était devenue la prof des enfants Arnault. Puis elle s'était rapprochée de la fille aînée de Bernard, Delphine, épouse de Xavier Niel, qui en a fait une égérie officieuse de LVMH. Depuis 2016, la famille Arnault lui prête gracieusement des tenues Louis Vuitton à près de 3 000 € pièce pour chacune de ses sorties. Et depuis 2019, l'homme le plus riche de France dépense également des millions d'euros pour financer Live, des écoles privées que la Première Dame préside un peu partout en France. L'inauguration d'une école de la deuxième chance, en présence de sa présidente Brigitte Macron et Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH qui finance l'association. En septembre 2024, ils inauguraient un 6e campus au Havre, dans le fief d'Édouard Philippe. Le problème de cette école, c'est qu'elle est présidée par Brigitte Macron, elle est intégralement financée par LVMH. Donc là, on rentre dans quelque chose un mélange des genres qui est quand même proprement fou. C'est-à-dire que la femme du président de la République s'allie dans une action avec l'homme le plus riche de France, et selon les périodes du monde, selon le cours de bourse de LVMH. Donc là, on arrive dans quelque chose qui, à mon sens, doit être dénoncé, doit au moins être pointé, porté à la connaissance du public. D'autant que les liens financiers entre Bernard Arnault et la Macronie ne s'arrêtent pas là. Depuis quelques années, l'empereur du luxe s'applique aussi à recaser des proches du président, comme Ismaël Emelien. À l'été 2018, ce conseiller spécial d'Emmanuel Macron s'était pris les pieds dans l'affaire Benalla. Pour discréditer le jeune homme frappé par son collègue de l'Élysée, Emelien avait récupéré illégalement une image de vidéosurveillance montrant un passant jetant une bouteille sur la police. Il l'avait fait diffuser sur Twitter via un compte anonyme avec cette légende. « Ne faisons pas passer cet étudiant pour un garçon bien sous tout rapport. C'était un individu violent qui était venu sciemment place de la Contrescarpe pour casser du flic. » Problème, ce passant montré du doigt par Emelien n'était pas le garçon frappé par Benalla. Quand la manip éclate au grand jour, Emelien doit quitter l'Élysée. LVMH le récupère alors comme conseiller environnement. En 2022, c'est Clément Léonarduzzi, ex-chargé de com du président, qui se met à conseiller LVMH depuis Publicis. En plus de faire travailler des proches du président, Bernard Arnault n'hésite pas à le défendre publiquement en cas de révolte populaire.
Tausende Gilets jaunes, die sogenannten gelben Westen, drängen auf die Champs-Élysées. منذ هذا الصباح في العاصمة الفرنسية باريس نحن الآن في شارع الشانزليزيه كما تسمعون يعني وكما ترون. The protests were sparked by planned rises to fuel taxes, part of President Macron's green agenda. En 2019, les journaux télévisés du monde entier documentent la violence de Macron contre les Gilets jaunes. Mais l'empereur français du luxe, lui, va le défendre sur Radio Lagardère. Depuis l'arrivée du président Macron à la présidence de la République, l'image de la France, son attractivité s'est beaucoup améliorée. Ce qui s'est incontestablement amélioré sous Macron, c'est le business de LVMH. Notamment quand, grâce à l'exécutif, Bernard Arnault avait économisé près d'un demi-milliard de dollars sur le dos d'un bijoutier américain. C'est l'affaire Tiffany. On vous explique. En 2019, Bernard Arnault s'engage à racheter le prestigieux joaillier américain Tiffany pour 16,2 milliards d'euros. 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, plus de 14 000 salariés à travers le monde. L'empereur français du luxe se frotte les mains. Tiffany, c'est un mythe. C'est un mythe pour les Américains et c'est aussi un mythe mondial. La petite boîte bleue, c'est quelque chose qui fait rêver. Et d'ailleurs, Tiffany, je crois, est la seule marque au monde qui est propriétaire d'une couleur. Mais en septembre 2020, avec la catastrophe du Covid qui confine la planète, le bijoutier américain perd 15% de sa valeur. Du coup, Bernard Arnault voudrait renégocier son prix à la baisse. Problème, le contrat américain est verrouillé. Le seul prétexte qui autoriserait LVMH à renégocier, ce serait que l'État français évoque un cas de force majeure. La suite nous est racontée par cette journaliste de Mediapart. Évidemment, il va à l'Élysée, il trouve une oreille très attentive à sa demande auprès d'Emmanuel Macron et d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Mais il faut quand même trouver, ça ne peut pas être l'Élysée directement qui invoque le cas de force majeure puisqu'il n'en a pas les possibilités institutionnelles. Bernard Arnault va alors obtenir un rendez-vous à Bercy, dans le bureau de Bruno Le Maire. Il va lui demander d'intercéder en sa faveur auprès de Washington. Mais selon Le Monde, le ministre l'aurait envoyé bouler. La différence entre vous et moi, c'est que moi je n'ai rien. Ou plutôt si, j'ai deux choses qui ont du prix. Ma popularité et mon honneur. Si je perds ça, je n'ai plus rien. Du coup, Bernard Arnault va se tourner vers le Quai d'Orsay. Pour l'aider à payer Tiffany moins cher, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accepte de lui adresser ce courrier. Le gouvernement américain a décidé d'instaurer de nouveaux droits de douane sur certains produits français, en particulier dans le secteur du luxe, en réaction à l'adoption par la France d'une taxe sur les services numériques. Par conséquent, les projets d'investissement d'entreprises françaises dans des secteurs pouvant faire l'objet de sanctions doivent être réévalués. Vous devriez différer l'acquisition de Tiffany au-delà du 6 janvier 2021. En clair, un ministre de Macron fait semblant d'invoquer les intérêts nationaux pour permettre à Bernard Arnault de casser son deal avec Tiffany sans en payer les frais. On n'a jamais vu ça, parce que nous sommes dans un cadre privé. C'est une opération boursière, donc l'État français n'a pas à se mêler d'une opération boursière privée qui ne met ni de près ni de loin en cause les intérêts de souveraineté française, si je puis dire. La France n'a aucun intérêt dans cette opération que LVMH rachète Tiffany ou pas Tiffany. S'il y a un domaine où on est vraiment dans le ressort du droit privé, c'est bien ça. Et si M. Bernard Arnault risquait des mesures de rétorsion commerciale, c'était son problème, c'était pas le problème de la France. Grâce à cette très opportune intervention de Jean-Yves Le Drian, LVMH rachètera finalement Tiffany 425 millions de dollars moins cher que prévu. Quelques mois plus tard, c'est en grande pompe que Bernard Arnault invitera son ami Emmanuel Macron à inaugurer la Samaritaine, son nouveau temple du luxe, devant les caméras de LVMH. Je voudrais remercier tous les participants qui sont de la Samaritaine, tous les participants extérieurs, tous les artisans pour le travail magnifique qu'ils ont accompli. Bon, on n'a jamais vu un président de la République inaugurer l'ouverture d'un magasin.
C'est pourtant Macron qui est présent aux côtés de Bernard Arnault. C'est une scène inouïe lors de l'ouverture de la Samaritaine. Il faut regarder cette vidéo. Je suis extrêmement fier et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. La capacité aussi à restaurer, réinventer les lieux qui ont fait l'histoire de nos villes, de notre nation est essentielle. C'est une vidéo folle dans ce qu'elle raconte du monde social d'Emmanuel Macron. Puisqu'il est là, avec Bernard Arnault, qui est également entouré de ses proches, c'est l'Ancien Régime. Et ces aristocrates rentrent dans leur magasin. Des aristocrates modernes qui se croient parfois tout permis. En 2013, le réalisateur François Ruffin prépare Merci Patron, un documentaire explosif dénonçant les délocalisations de LVMH. Inquiet, Bernard Arnault va missionner l'ancien chef espion de Nicolas Sarkozy pour surveiller secrètement Ruffin avec l'aide des services de l'État. En 2020, Mediapart publiait des enregistrements judiciaires de Squarcini fomentant avec le bras droit de Bernard Arnault l'infiltration de Fakir, le journal de Ruffin. Je vous ai envoyé un petit SMS hier, donc je m'occupe de la le côté ordre public, donc j'ai saisi l'ancien service, puis surtout la préfecture de police et la direction de la sécurité publique. Plus ça peut être intéressant aussi, puisqu'ils font du racolage. Oui. C'est ce que je vais regarder avec les gens concernés. Voilà, super. Pour avoir fait infiltrer et espionner illégalement le journal de François Ruffin, LVMH risquait une amende pouvant approcher 30% de son chiffre d'affaires, soit près de 14 milliards d'euros. Mais en décembre 2021, le parquet national financier a proposé à l'empereur du luxe un incroyable deal. Échapper à tout procès en échange d'un chèque de 10 millions d'euros. Cette convention judiciaire d'intérêt public, dite CJIP, Bernard Arnault la détaillait devant le Sénat début 2022. Le juge nous a proposé cette transaction afin d'éviter que nous soyons pris dans cette affaire à laquelle on n'avait rien à voir. Et notamment, aucune responsabilité. Voilà. Quant à M. Ruffin, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un de très brillant, qui est d'extrême gauche, et pour lequel le groupe LVMH, depuis toujours, est un épouvantail. Alors pourquoi sommes-nous un épouvantail? Parce que nous sommes français, parce qu'on embauche en France, parce qu'on crée des ateliers en France, et que c'est un contre-exemple tellement flagrant pour sa stratégie de communication qu'il est obligé d'essayer de trouver des coups dans la tête partout. Et si on a essayé d'éviter que M. Ruffin, lors d'une assemblée générale où il avait prévu de venir pour enfariner tout le monde, puisse entrer dans la salle, franchement, je ne vois pas le problème. À l'automne 2024, Bernard Squarcini et une dizaine de barbouzes qui avaient espionné illégalement Ruffin à la demande de LVMH étaient jugés à Paris. Grâce au chèque de 10 millions d'euros payé par LVMH, Bernard Arnault, lui, n'est convoqué ce jour-là que comme simple témoin. Mais avec Élise Lucet, on va tenter de l'interroger. Pourquoi est-ce que vous faites espionner illégalement des journalistes? Pourquoi vous faites espionner illégalement des journalistes? Monsieur Arnault, est-ce que vous avez lancé, oui ou non, des opérations d'espionnage vis-à-vis d'un de vos concurrents ou de certains journalistes? Devant la cour, avec François Ruffin à sa gauche, l'empereur du luxe va marteler son message. En substance, « Je n'ai aucune responsabilité dans cette opération dont je n'ai pas eu à connaître. » Mais à la sortie de l'audience, François Ruffin va mettre en doute la version de l'homme le plus riche de France. On a un Bernard Arnault qui, là, à l'audience, a tout oublié ou tout ignoré. Il se trouve que pendant 3 ans, j'ai été espionné jusqu'à mon domicile. Il y a des trombinoscopes qui figurent au dossier avec les photos de mes enfants, avec des numéros de plaques minéralogiques, avec des adresses personnelles.
la chef de cabinet de Bernard Arnault est au courant, le numéro 2 de LVMH est au courant, c'est même lui qui commandite une infiltration à l'intérieur du journal Fakir, et M. Arnault vient à la barre en disant « je ne sais rien ». Il ne sait rien de rien. Et il avait déjà menti sous serment devant la commission d'enquête du Sénat, en disant que je venais là pour enfariner tout le monde. Le dossier révèle que j'ai jamais eu 1 gramme de farine sur moi. En disant que la CGIP était une reconnaissance de non-culpabilité. Ça n'est pas du tout ça. Et en disant surtout que LVMH n'avait rien à faire dans cette affaire. LVMH apparaît à toutes les pages de ce dossier. LVMH est le commanditaire de l'infiltration par le biais de Pierre Godet. Et LVMH est le bénéficiaire permanent des pressions qui se sont effectuées sur Fakir, mais au-delà des pressions que par des détectives privés, M. Bernard Arnault fait sur la presse depuis 40 ans, et en particulier sur le magazine Complément d'enquête qui a été diffusé en 2014. Donc il y a là des mensonges de Bernard Arnault renouvelés sous serment à nouveau devant le tribunal. Je ne pense pas que M. Arnault prenne au sérieux la justice de notre pays. Il a déjà payé 10 millions d'euros pour échapper à être aujourd'hui sur le banc des prévenus, mais là, il vient sous serment faire des déclarations qui sont mensongères. Le 7 mars 2025, la justice a condamné Bernard Squarcini, ancien chef du contre-espionnage français, à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 200 000 € d'amende pour avoir détourné les moyens de l'État au profit de LVMH. Bien que son empire du luxe ait fait espionner le journaliste François Ruffin, Bernard Arnault ne semble pas trop voir le problème que ça peut poser pour la liberté de la presse. On est dans un pays où les médias sont libres. Aujourd'hui, si on veut faire sortir, un journaliste veut faire sortir un article négatif sur le président de la République, sur le Premier ministre, sur un responsable politique, un article négatif sur un dirigeant d'entreprise, il peut le faire. Évidemment, il faut que ce soit un article fondé ou avec des arguments. Il peut le faire. On est quand même dans un pays où la liberté de la presse et la liberté de la communication est assurée. En réalité, la liberté de la communication, c'est évidemment pas la passion de Bernard Arnault. En septembre 2024, il allait jusqu'à imposer aux cadres de LVMH une interdiction absolue de parler à une dizaine de médias indépendants, comme Mediapart ou le Canard enchaîné. Et dans les journaux de Bernard Arnault, il ne fait pas bon critiquer Emmanuel Macron. En décembre 2020, le président poste cette petite vidéo sur YouTube. Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière et malgré tout, j'ai attrapé ce virus. Peut-être, sans doute, un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi. Mais quand le Parisien cite Emmanuel Macron à la une, Arnault pique une crise. Selon Le Monde, il aurait mis la pression sur Jean-Michel Salvatore, le directeur de la rédaction du journal, en ces termes. « Si vous ne vous sentez pas capable de faire ce job, on va trouver quelqu'un qui le sera. » Lors de la révolte des retraites, Bernard Arnault va à nouveau instrumentaliser ses journaux pour protéger Emmanuel Macron. On va tout bloquer! On va tout bloquer! On va tout bloquer! On va tout bloquer! Le 6 mars 2023, après 5 jours d'une grève ultra populaire, c'est du point de vue des usagers du métro parisien que le quotidien de Bernard Arnault décide de se placer. Décryptage d'une représentante des journalistes. On voit même le choix de la photo à la une, c'est les gens qui attendent devant le métro bondé. Donc, ce qui montre en fait les conséquences des grèves, mais pas les manifestations, les grèves ou les raisons de ces grèves, de ces manifestations, etc. Et c'est vraiment ça qu'on a reproché, nous, à la direction de la rédaction, c'est d'avoir, pour nous, c'était un refus, d'avoir refusé de montrer à la une la colère d'une majorité de Français, si on en croit les sondages à ce moment-là. Autre exemple, avec le passage en force de la réforme des retraites, début 2023. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement
sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Au moment où la Première ministre Elisabeth Borne choisit d'opter pour le 49.3 pour faire passer cette réforme, je crois que l'ensemble de la presse titre sur le passage en force, ou en tout cas à peu près cette thématique-là, et nous on titre « Le gouvernement joue la sécurité ». Et c'est au lendemain de ce titre-là que la rédaction s'est mobilisée en se disant « Non mais c'est pas possible parce qu'on avait l'impression d'être ridicule à titrer ça ». Pour nous c'était pas la réalité en fait, ou c'était une manière de très très édulcorée de parler de la réalité qui était celle d'un passage en force politique. L'impression que ça a donné à beaucoup dans la rédaction, c'est que c'était une manière d'habiller une réalité qui était un petit peu plus simple que ça, qui était que le journal était assez explicitement pro-gouvernement et pro-Macron. Si Bernard Arnault a tendance à défendre la Macronie, on sait moins qu'il finance les médias Bolloré via ses marques de luxe. Alors que le collectif Sleeping Giants et même Elisabeth Badinter de l'agence Publicis tentent depuis quelques mois de dissuader les annonceurs de financer le JDD d'extrême droite façon Geoffroy Lejeune, Bernard Arnault a été le premier à y acheter des pages de pub à coût de dizaines de milliers d'euros. En d'autres temps, jamais Bernard Arnault n'aurait continué à porter de la publicité au JDD. Là, ils ont continué. LVMH continue à être l'un des principaux financeurs du JDD. Et quand par hasard un article du Parisien risque de gêner Vincent Bolloré, il se retrouve souvent cantonné au site web du journal. Il y a des papiers qui sont faits, qui paraissent sur le site, mais qui n'ont pas trouvé leur place dans le journal papier. Je pense notamment au moment où la rédaction du JDD s'est mise en grève après le rachat du journal par Bolloré. On a une rubrique média. À ce moment-là, ce sujet a fait quand même pas mal de remous, y compris à l'Assemblée nationale, dans le milieu politique. Ça valait, à notre sens, des sujets. On a posé la question sur ce thème précis à la direction de la rédaction, qui nous a répondu que ça n'intéressait pas les gens et que c'est pour ça que ça figurait pas. Les tractations entre LVMH et le groupe Bolloré pour se partager les médias Lagardère auraient-elles favorisé une certaine autocensure ? On remarque quand même que il y a une gêne à parler de Bolloré et on suspecte que c'est parce que ces derniers mois, il y avait sans doute des négociations en cours entre le groupe LVMH et Bolloré et qu'on imagine, mais là, quand je vous dis, on imagine que la consigne est passée qu'il ne fallait pas parler de Bolloré. Autre victime collatérale de ces tractations LVMH-Bolloré, le directeur de la rédaction des Échos. Début 2023, Nicolas Barré avait doublement contrarié Bernard Arnault. D'abord en évoquant un livre d'Éric Orsena, assimilant Bolloré à un ogre. Ensuite en osant évoquer des problèmes fiscaux de LVMH. Un article aujourd'hui disparu du site des Échos. Et Bernard Arnault, qui fait congédier sur un coup de téléphone le directeur de rédaction des Échos, donc rentre en conflit frontal avec sa rédaction et se permet pendant un an de laisser la crise se poursuivre. Donc quand on parle de ces gestionnaires, de ces hommes d'affaires formidables, etc., Bernard Arnault n'a cessé de détruire de la valeur, pour reprendre leur vocabulaire, aux Échos. Je veux dire, un patron correct d'une entreprise ne laisse pas cette entreprise, en l'occurrence le quotidien des Échos, pendant un an sans directeur de la rédaction. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est simplement dingue. Interrogé au Sénat début 2022 par le sénateur communiste Pierre Laurent, Bernard Arnault assumait son interventionnisme éditorial. J'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et s'il y a une indépendance absolue, totale, on ne sait jamais. Donc il faut quand même qu'on puisse réagir à un moment ou à un autre. De même, si, je prends un exemple stupide, mais si les Échos, demain, devaient défendre l'économie marxiste,
qui plaît peut-être à M. Laurent, on ne sait rien, mais bon, je serais quand même extrêmement gêné. Hein. Bon, vous voyez, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Si Bernard Arnault bénéficie d'une telle impunité, c'est notamment parce que c'est l'homme le plus riche de France. En 2023, Emmanuel Macron a un problème. Il manque 150 millions d'euros pour financer les JO de Paris. Ni une ni deux, les pouvoirs publics sollicitent Bernard Arnault comme il le confiera au monde. C'est la seule chose qu'on m'ait vraiment demandé et à laquelle finalement j'ai cédé. Ce qu'on sait moins, c'est que l'affaire avait failli capoter. En mai 2023, le Premier ministre Gabriel Attal avait osé évoquer dans Le Monde la fraude fiscale des puissants. Notre priorité, faire payer ce qu'ils doivent aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent. Mais quelques mois plus tard, Attal avait étrangement retourné sa veste dans un débat organisé par la presse de Bernard Arnault. Je ne peux pas laisser dire que les riches ne contribuent pas pleinement à la nation. Par exemple, Bernard Arnault est le plus gros contribuable français. Attal aurait-il cédé à des pressions de l'empereur du luxe? Bernard Arnault le confirmera en personne. J'ai protesté auprès de lui, et d'ailleurs, vous observerez qu'à la suite de ma protestation, il a rectifié de lui-même. Le 13 mars 2024, même Emmanuel Macron lui fera allégeance en le décorant du plus haut grade de la Légion d'honneur devant de nombreuses stars mondiales comme Beyoncé, Jeff Koons, Elon Musk, mais aussi Vincent Bolloré. Ce jour-là, le propriétaire du groupe Canal avait rendu hommage à son ami Bernard devant l'Assemblée. Je connais Bernard depuis 40 ans, on a commencé ensemble. Bon, il a réussi mieux, mais tant mieux. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Il y a une sorte d'entente entre lui et Bernard Arnault, puisqu'il s'apprête à recéder Paris Match à Bernard Arnault, qui en rêve. Et qui en rêve tellement qu'il est prêt à mettre 120 ou 130 millions d'euros sur la table pour en prendre le contrôle, alors que le journal perd de l'argent. Donc c'est sidérant. C'est pas un secret, il a envie de Match. Voilà, il aime les belles choses, il aime les choses importantes, et il trouve que Match est un magazine important. Et c'est vrai que Match est un magazine important. Bon. Et à force de fréquenter Vincent Bolloré, comme ici au Puy du Fou avec Philippe de Villiers en août 2024, Bernard Arnault deviendrait de plus en plus tradit. Les femmes, mettez vos sabots cloutés. Voire vieille France. Quelques jours plus tôt, dans un autre château fort, présidentiel celui-là, Bernard Arnault et son épouse déjeunaient avec les couples Macron et Sarkozy à Brégançon. Entre la poire et le fromage, l'homme le plus riche de France aurait suggéré que Thierry Breton ou Gérald Darmanin soient nommés à Matignon, ou au moins pas un Premier ministre de gauche comme Lucie Castet. Et là, je pense qu'on vit dans une époque où les élites françaises, l'oligarchie française, dont Macron est le symbole, ont intériorisé le fait que maintenant, c'est là que les choses se passent. Ce dont on débat, c'est des thématiques de l'extrême droite. Il y a une forme d'entente entre les milliardaires qui dit bien que chacun observe Bolloré en disant qu'il annonce le monde vers lequel on risque de basculer. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.